Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à pas mal de choses. On va faire surtout de l'Elliott Wave, donc une grosse partie analyse technique, je pense. Et puis, on va s'intéresser à l'économie chinoise qui est en recul. Et donc, du coup, vous allez voir que ça amène pas mal d'autres questions, d'autres choses un petit peu sur la table. Donc, on passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire et qui sont pas encore abonnés à la chaîne de pas hésiter à le faire. Activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord et éventuellement, bien entendu, laisser un like et un commentaire si le contenu vous plaît. On est là sur toujours la charte du Bitcoin par rapport au dollar. On a ici un nouveau rejet, hein, vous le voyez, de cette droite jaune qui est une droite de tendance que nous on suit beaucoup et qu'on aimerait vraiment bien vouloir passer ici, donc nouveau rejet. Au niveau du momentum, c'est pas très bon au sens où on revient ici se rediriger vers cette trendline là de RSI, très importante à regarder également. Donc pour moi il y a un signal fort ici qu'on pourrait retracer plus fort, et également ici sur le MACD, vous voyez que cette vague prend désormais fin et que donc du coup ça pourrait ici nous emmener vers des plus bas. Sur le Cypher, on a un point de vente, une pastille de vente ici en daily, donc cette vague là est probablement fermée. Néanmoins il faudra attendre demain, c'est-à-dire que la pastille est apparue aujourd'hui et il faut attendre la clôture, donc 2h du matin, pour être sûr que cette pastille est valide. Pareil sur le stochastique, où on a ce mouvement sur le stochastique là qui est en train de se fermer. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des bonnes chances de retourner soit faire un tour au 50 de RSI, vous le voyez, stochastique, ou alors tout simplement avoir un mouvement plus important pour retourner autour des 4-5 en daily de RSI. Le RSI stochastique étant un RSI qui réagit beaucoup plus vite que les autres. Également sur Williams, on dit que Williams ici est en état de surachat, c'est pareil, hein, c'est un petit peu un RSI qui réagit de manière plus rapide, et on dit que il va rester en haut plus longtemps, hein, il va prendre ici son temps en haut quand on y est, et pareil en bas, et en gros vous avez un état de stupidité, un état d'enfoncement, et là actuellement on est en train de rentrer dans la zone de neutralité, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager ici un mouvement plus important. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Bitcoin pour éventuellement repartir? Eh bien tout simplement, a priori, une très bonne journée sur Wall Street. Pour l'instant, le Nasdaq qui part très fort aujourd'hui, hein, un petit peu à contre-courant du marché dans sa globalité. Nasdaq qui part très fort et S&P 500 qui part à peu près flat, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre là, on a ouvert il y a 1 heure, sur une dynamique qui reste quand même haussière. Le Nasdaq 100, même chose, on est sur quelque chose de plutôt flat, donc on va surveiller ça de près dans la journée d'aujourd'hui. Pour regarder un petit peu la stablecoin dominance, vous savez ici que on est dans la stablecoin dominance sur un canal, et qu'on a touché le haut de ce canal, donc on se dit qu'on est potentiellement ici dans une trend très intéressante de rebond, hein, qui pourrait nous emmener assez facilement vers les 40 ou 50 000 $ si on revient toucher ici le bas du canal. Voilà, pour l'instant ça tient, mais vous voyez qu'aujourd'hui, si je zoome un petit peu, on a un léger rebond de la stablecoin dominance, mais c'est vraiment sporadique. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut vérifier là-dessus? Peut-être on peut tout est analysable, hein, donc on peut regarder le RSI. Le moment où le RSI sera vraiment ici en zone de survente, on pourra penser, et vous le voyez ici d'ailleurs sur la stablecoin dominance, on a ce petit point vert qui vient d'apparaître. Nous on veut que la stablecoin dominance diminue, et vous voyez que c'est littéralement l'inverse de Bitcoin. Elle était là ici en zone typiquement d'enfoncement, et elle va petit à petit probablement réintégrer la zone. Donc on peut penser ici qu'il y a peut-être un retracement assez important à prévoir. Le stochastique est en bas, hein, donc il pourrait ici nous marquer un rebond plus important que ce qu'il a fait par le passé. Pour l'instant on l'a jamais vu en daily faire un aller-retour, en tout cas pas depuis longtemps, hein. Vous voyez que depuis cette zone là il était plutôt ici en train de descendre en ligne droite, donc peut-être potentiellement ici aussi un mouvement où la stablecoin dominance se reprend, donc c'est-à-dire que bien entendu ça fait moins d'argent dans les cryptos. Si on regarde le ratio Ethereum BTC, j'en ai parlé hier, il y a eu rejet sur cette résistance, ça se voit très bien également. Donc du coup, voilà, hein, rien d'incroyable à noter ici. On pourrait imaginer qu'ils viennent rebondir ici sur ce support, donc ça nous donnerait une correction de 5-6 jours, potentiellement en 3 vagues, qui amènerait Ethereum à corriger plus que Bitcoin à l'instant T. Sur Ethereum, globalement,
Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu la même analyse que BTC. Vous voyez ici cette trend ici, là, pareil, en daily qui est assez propre aussi. Donc, on la surveillera aussi de près pour voir si elle ne casse pas, comme ceci. Voilà, je l'ai un peu tracé à la serpe là, mais c'est pas grave. Et puis, pareil, même chose, hein, divergence sur MACD, point de vente sur le Cypher, pastille rouge, stochastique qui était arrivé sur le niveau du 100 et qui se retourne et qui descend là pour le coup plus vite que BTC, hein, on le voit. Et puis Williams qui n'est pas encore sorti de son état de stupidité, mais qui va potentiellement ici réintégrer également la zone de neutralité. On pourrait surveiller ici cette trend, hein, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs petits mouvements d'aller-retour. Si jamais Williams ici rebondit là-dessus, ça veut dire qu'on peut aller plus haut. Voilà, on va faire maintenant de l'Elliott Wave, et puis ensuite on ira voir les news et on parlera de cette information sur la Chine qui est assez importante. Elliott Wave sur Bitcoin, on va le prendre, je l'avais préparé par là, voilà. Globalement, en Elliott Wave, vous devez toujours avoir deux scénarios. Vous devez avoir un scénario bear et un scénario bull. Chez nous, vous le savez, le scénario, on va dire, long terme, il est plutôt bear, c'est-à-dire que globalement, il nous dirait qu'on a fait ici une 2... 3, qu'on est en train de faire une 4 et qu'on va ensuite qu'on va avoir une dernière 5 qui peut être tronquée, c'est-à-dire venir nous donner un double bottom, ou bien qui peut tout simplement également même atterrir ici, c'est pas la question, au-dessus de sa racine, mais potentiellement ici, voilà, nous ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas, ce qui serait le plus logique et le plus logique, voilà, par rapport à ce qu'on voit sur la charte, c'est de faire quelque chose comme ça. Néanmoins, on voit sur Bitcoin ici que, comment dire, alors excusez-moi, du coup la charte est pas très propre, hein, mais c'est parce que je voulais juste prendre ici la fin du mouvement, voilà. Globalement, ce qu'on veut nous sur Bitcoin, c'est ce qu'on voit là actuellement, en tout cas, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à une vague impulsive. C'est-à-dire qu'en Elliott, vous avez des vagues impulsives. Les vagues impulsives, globalement, elles se font en 1, 2, 3, 4, 5, avec certaines règles. En général, la 3 est assez forte, et en gros, ça vous donne quelque chose comme ça, où en général, voilà, ça donne un petit peu quelque chose comme ça, où en général, globalement, vous avez une impulsive de 1, vous avez un retracement d'à peu près 50% de la 2, vous avez une 3 qui vient chercher 161,8% de la 1, c'est-à-dire qu'elle fait 1,5 fois à peu près la taille de la 1, vous avez une 4 qui corrige entre 40 et 50%, et une 5 qui soit vient mourir par ici, ou soit par là. En général, sur une 5, vous avez assez régulièrement une divergence assez forte sur le RSI, dans la time frame dans laquelle est visible la structure, voilà, on va dire. Il y a des règles à ça, c'est que la 3 ne peut pas être la plus petite des vagues, la 4 ne peut pas voyager dans le territoire de la 1, donc ça serait pas bon, ça ne serait pas une impulsive, et puis j'en oublie une, mais c'est pas grave, je vous la retrouverai dans quelques secondes. Globalement, ici, il faut comprendre que oui, la 2 ne peut pas passer en dessous du 0, de la 1, ce qui est logique, hein. Donc voilà, vous avez toujours ici en impulsif une 2 qui ne dépasse jamais la racine de la 1. C'est ça la règle qui me manquait. Globalement, ici, ce qu'on a, ça a vraiment pas l'air d'une impulsive. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que pour le coup, on serait plutôt vraiment sur une structure qui a l'air corrective. Donc du coup, ça m'amène à vous montrer le scénario qui est, on va dire, bear, qui est effectivement celui d'une 4, qui se crée en WXY. Alors globalement, placer la X ici ou la X là, pour moi, là, il y a 3 jolies vagues, ici il y a 3 jolies vagues, et là on pourrait voir 3 vagues aussi, donc on serait sur une fin de Y ici, ou alors elle peut aller plus haut, hein, c'est pas la question, la correction pour l'instant qu'on est en train de voir ici est très petite, hein, donc on pourrait vraiment ici monter plus haut. Et globalement, ça nous donnerait la fameuse vague 4 dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire une descente en 5 vagues. Ça c'est le scénario bear. Le scénario bear, c'est de dire regarde, on est simplement en fait en train de faire une correction et ensuite on va aller plus bas. On devrait théoriquement ici perdre les 17 600 sur Bitcoin, ce qui est tout à fait possible, bien entendu. Le scénario bear, il faut toujours avoir deux scénarios en Elliott. Pourquoi ? Parce que Elliott n'est pas un système de prévision de prix. Elliott est un système de prise de profit. Donc du coup, selon le biais que vous avez par rapport au fondamental, etc., vous allez privilégier un scénario par rapport à l'autre, mais vous allez toujours avoir le deuxième scénario en tête au cas où justement vous cherchez une invalidation, des choses comme ça de votre scénario. Donc ça, c'était le scénario bear. Maintenant, il reste le scénario bull. Le scénario bull,
c'est tout simplement qu'on soit ici dans, en ce qui concerne Bitcoin, c'est ce qu'on peut plus voir ici, non pas une impulsive, mais une diagonale. C'est quoi une diagonale? C'est une vague en 5 aussi, mais où du coup, la 4 a le droit de voyager dans le territoire de la 1, et en général, en fait, on a voilà, quelque chose qui a l'air comme ça, voilà, en gros, voilà, assez propre, entre deux lignes, qui soit un biseau, soit un... Et pour l'instant, cette correction parallèle, soit c'est une diagonale, soit c'est effectivement, comme je vous le disais souvent, un bear flag. Donc on va faire la lumière un peu là sur tout ça et on va un petit peu ici essayer d'expliquer en quoi ça peut être une diagonale ou en quoi ça peut être, comme je vous le disais, une WXY. Globalement ici, si jamais c'était une diagonale, elle devrait se construire en 5 vagues de 3. Et ici, vous voyez qu'on voit relativement bien 3 vagues, encore 3 vagues, ici encore 3 vagues, donc là on serait en haut de la 3 ou en tout cas en train de la finir. On s'attendrait ici à ce que la 4 vienne en dessous du territoire de la 1, là, et on aura effectivement notre validation que c'est une diagonale, tout simplement si jamais après ici cette WXY, quand on sait qu'on aura marqué un top ici, quand la correction là sera suffisamment prononcée, on va dire, hein. Pour l'instant on peut pas vraiment dire qu'on est là-dedans, mais globalement on pourra s'attendre ici donc à ce que la 4 vienne voyager dans le territoire de la 1, éventuellement avoir une dernière 5, et puis ensuite après on fera une 1-2, c'est-à-dire que la 2 corrigera probablement ici dans ces eaux-là autour des 20 000 $, admettons si on est là-dedans. Globalement, une leading diagonale peut tout à fait commencer un nouveau mouvement, c'est-à-dire théoriquement c'est ce qu'on devrait s'attendre à voir, donc tout cela invaliderait le scénario précédent que je vous ai montré en 1, 2, 3, 4, 5 et montrerait qu'on était dans une autre structure qui a fait ces 5 vagues aussi, mais déjà terminée. Donc ça c'est à bien garder à l'œil. Pourquoi j'ai celle-ci? C'était juste pour vous montrer. Non, oui, voilà. Après, voilà, globalement, si on fait cette diagonale comme suit, donc je vous dis, voilà, quelque chose d'assez propre au niveau trend, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait ici, généralement, les diagonales, voilà, les points se touchent. Vous voyez, ici, on a vraiment des choses qui sont quasiment sur la même droite. Voilà, vous avez quelque chose d'assez propre en termes de correction, et c'est ça qui est assez tricky, c'est-à-dire que de temps en temps, vous voyez en fait une correction parallèle comme ça qu'on n'aime pas voir nous, hein, quand elle est remontante comme ça, puisque ça a l'air d'un bear flag, mais en fait c'est une diagonale. Donc voilà, ça nous emmènerait, je sais pas, quelque part par là. Enfin, vous voyez, après c'est pas les targets qui comptent. Ici, c'est la structure. Ensuite, on aurait une correction, bien évidemment, puisque c'est une 1-2. Hein, tout ça fait partie d'un nouveau mouvement plus important, c'est-à-dire qu'on est ici dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui est plus importante. Je vais vous la dessiner un petit peu mieux. Si on prend ça, je vais vous la mettre dans une autre couleur aussi. Voilà, on aurait probablement une correction de 2 qui viendrait au moins chercher les 50% du mouvement total. Donc là, vous comprenez que j'ai placé les objectifs un petit peu comme ça venait, mais globalement, ça vous donnerait une correction entre 0,5 et 0,6. Donc ça nous donnerait plutôt quelque chose qui ressemble à ça, on va dire. Ici, recorrection par exemple autour des 20-21, on aurait cette 2, et puis finalement après on s'attendrait à une 3 qui fasse à peu près 161,8% de la 4, et là on dessinerait une vraie impulsive, hein, c'est-à-dire que ici, théoriquement, la 4 ne voyagerait pas, etc. Et voilà, on aurait vraiment quelque chose d'impulsif qui est en train de repartir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait vraiment sur Bitcoin, les deux scénarios sont viables. Pour l'instant, vu la structure, vu ce qu'on voit au niveau de la structure, les deux scénarios sont complètement viables, et c'est tout à fait possible que les deux arrivent. Donc on n'a pas vraiment d'invalidation encore pour le moment entre le scénario bear et le scénario bull au vu des structures, hein. Vous avez des gens qui ne tradent que les vagues, et juste ils regardent la structure, ils vous disent ça a l'air correctif, ou ça a l'air impulsif, ou ça a l'air... et ainsi de suite. Au vu des structures, personnellement, je vois plutôt ça comme un mouvement correctif dans la manière dont ça se dessine. Maintenant, là où je suis beaucoup moins confiant, enfin beaucoup moins, où j'ai beaucoup moins de... Théoriquement, on va dire qu'Ethereum suit Bitcoin et inversement, etc. Et quand j'analyse un petit peu la même chose sur Ethereum, là, pour le coup, je vois quelque chose d'impulsif, ok? C'est-à-dire que je vois clairement une impulsion qui se fait comme suit. C'est-à-dire une 1-2, vous voyez la flat là qui est magnifique, c'est vraiment un cas d'école, la regular flat qui est très belle, et après on pourrait se dire ici par exemple qu'on est en train de finir la 3, ok? Si jamais on finissait la 3 maintenant, les objectifs par rapport au Fibonacci,
serait atteint quasiment. Attendez, je vous le montre ici. Je fais donc un prolongation de Fibonacci selon la tendance. Et du coup, vous voyez que je me mets au point 0, au point 1 et au point 2, là où j'ai vu qu'effectivement on avait potentiellement une qui était terminée. Et la 3 a tout à fait atteint ses objectifs ici de 1.618. Donc là, vous comprenez qu'on est sur le scénario bull sur Ethereum, c'est-à-dire celui où Bitcoin est effectivement dans une ligne diagonale, puisque les deux marchent quand même relativement bien ensemble, on est obligé de considérer cela. Donc du coup, ici, on devrait voir théoriquement s'imbriquer comme des poupées russes un petit peu, des vagues un petit peu de la même manière qui elles-mêmes devraient construire la vague 3 ici, donc là du point 2 au point 3, une sous-vague qui devrait théoriquement comporter à peu près les mêmes règles d'Elliott. Et le problème, moi, c'est que là, j'en vois pas. C'est-à-dire que quand je regarde ici, pour moi, ça n'a pas vraiment l'air d'une 1-2, là, vous voyez. La 3, elle serait trop petite, etc. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui colle pas ici à ce niveau-là. Ce mouvement a l'air impulsif, mais il a l'air plus gros que ce qu'on pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, ici, on aurait une 2 où la 3 irait plus haut, hein, qu'elle n'est pas finie, mais qu'en dessous, on aurait une autre sous-vague qui serait en train de se créer, comme suit. Alors comme suit, on va se mettre en 4 heures pour un peu mieux voir les vagues. Et après, je vais vous montrer le scénario vert, d'accord? Donc ici, on aurait une qui s'était faite comme cela. Ensuite, on a une correction ici en 3 vagues. Là, ici, A, B, C, je crois que je l'avais déjà sorti quelque part. Voilà, c'est ça. Globalement, une ABC qui nous donne la 2. Effectivement, la 2 corrige un peu faiblement, mais elle atteint à peu près ses objectifs. En tout cas, elle est quasi à 0,5. Donc, ça serait plutôt une 2 faible, mais elle serait là. Et puis ensuite, on serait là actuellement dans cette 3 d'une 3. Globalement, une 3 qui elle-même est la sous-vague d'une 3, vous comprenez. Donc, qu'est-ce que ça nous dirait? Ça voudrait dire qu'au niveau des sous-vagues, ici, donc à l'intérieur même de cette vague blanche qui est une sous-vague, on va peut-être mettre des degrés ici pour que tout le monde voit un petit peu mieux. On va la mettre plus petite, celle-ci. Hop, voilà. Avec une vague plus fine. D'accord? Donc au sein même de cette vague verte qui semble se construire, qui semble être impulsive, hein, vraiment, puisque c'est à peu près globalement une des choses qu'on peut voir quand même à l'œil nu assez facilement, on aurait cette mini sous-vague ici, qui est la bleue, qui viendrait se créer, avec une 1-2 ici, et puis ensuite, elle-même, à l'intérieur de cette 3, il y aurait encore un sous-décompte pour nous amener à ce point-là. Globalement, en fonction des Fibonacci, je ne vais pas vous faire le détail ici, mais globalement, ça nous donnerait 2008 sur Ether, en tout cas pour la fin de ce mouvement blanc, d'accord? Ensuite, ça voudrait dire, et encore une fois, j'ai fait les Fibos, ça ne veut pas dire qu'ils vont être touchés nécessairement, et encore une fois, je le dis, Elliott n'est pas un système de prévision de prix, mais globalement, si on est vraiment dans cette logique un petit peu d'impulsive et qu'on suit les vagues comme il se doit, comme si jamais on atteint les probabilités que chaque vague, et encore une fois là on va très loin, mais que chaque vague ait sa target comme elle doit être, globalement on aurait ici un niveau de 5 qui viendrait à peu près toucher les 4000 $ sur Ether à la fin de cette grande première vague, d'accord? À la fin de cette grande première vague, vous comprenez qu'elle-même, et c'est des poupées russes, elle fait partie d'une autre vague, eh bien on pourrait estimer qu'il y aurait une correction potentiellement entre à peu près au prix auquel on est là, juste en dessous du prix auquel on est là en fait. Donc ça c'est les vagues d'Elliott. Vous comprenez que là je vous ai montré le scénario bull, donc celui où théoriquement Bitcoin était dans une leading diagonale et que Ethereum était dans une impulsive. Et puis ensuite, vous avez le scénario bear, qui est un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui franchement est vraiment pas joli à voir, qui est en fait une WXY aussi, c'est-à-dire qu'on aurait ici une, 2, 3 vagues pour faire la W, pardon, elle est là, 1, 2, 3, ici, une, 2, 3 pour faire la X, et ici, les 3 vagues pour faire la Y, qui elle-même est dans une extension fabuleuse, c'est-à-dire que vous comprendrez que normalement, ici, on n'est pas censé voir ce genre de choses pour une Y, mais ça voudrait dire, là, ici, tout simplement, qu'on attaque cette fameuse correction qui théoriquement va se faire en 5 vagues et qui théoriquement devrait péter ici le plus bas à 880 $ sur Ether. Donc
partir maintenant sur une correction comme ça, possible, hein, tout à fait. On a la news de The Merge, mais est-ce que finalement on va pas rect ici, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'open interest, etc. Donc il suffirait d'une mauvaise news macro ou autre chose pour tout simplement venir un petit peu ici cueillir tout ce petit monde qui avait été un petit peu trop, qui était parti la fleur au fusil sur Ether en se disant il y a The Merge, je vais prendre un long en levier x. Et donc du coup, ça pourrait être aussi, de toute façon, tout est possible sur les marchés, donc ça pourrait être une possibilité. Donc là, je pense que je vous ai bien montré les deux scénarios, vraiment, c'est-à-dire, est-ce qu'en gros, on a trouvé un bottom ici, est-ce qu'on est en bas de 5, sur Ethereum aussi notamment, ou alors, est-ce qu'on est en train juste de faire la 4, d'accord, là, vous avez les grandes vagues en dessous. Globalement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que potentiellement, on avait commencé ce mouvement très petit bras, et là, je vais parler donc du coup du scénario bull, en faisant une 1-2 comme ça, on a fait une 3 ici, on a fait une 4 ici, on a fait une 5 très forte, et tout ça se construit en, vous le voyez, diagonale, c'est-à-dire que la 4 vient légèrement manger le territoire de la 1. Ici, voilà. Donc ça ferait une diagonale. Globalement, ces trois points-là, ils sont alignés, vous le voyez. Hein. Quand je vous ai parlé d'une diagonale tout à l'heure, ça, pour le coup, c'est une ending diagonale, mais c'est à peu près le même système. Et globalement, ces deux-là sont alignés. Celui-là rebondit un petit peu avant. On n'est pas vraiment pile-poil dans la tendance. Encore que, voilà, on a peut-être quelque chose quand même qui pourrait être acceptable, au sens où si je fais ça, vous voyez qu'il y a une déviation, effectivement. Mais on pourrait être dans quelque chose de vraiment acceptable. Donc, deux scénarios possibles, vous l'avez vu, c'est-à-dire en Elliott, on est à la fin de cette vague de 5, ou alors on est tout simplement en vague 3, et là on est juste en train de faire un rebond de 4. Pour le moment, nous sur la chaîne, on joue juste un rebond de 4, mais force est de constater que le mouvement sur Ethereum a l'air de plus en plus impulsif. Sur Bitcoin, on pourrait être encore dans une correction, mais sur Ethereum, on est quand même dans quelque chose qui commence à avoir une tronche d'impulsif. Est-ce qu'il va y avoir une décorrélation Bitcoin-Ethereum? Ça m'étonnerait quand même que, Bitcoin vienne chercher sous les 17, ou en tout cas aux alentours des 20, ou légèrement en dessous, hein, si on a une 5 qui est tronquée. Ça m'étonnerait quand même que ça soit le cas, alors que on voit bien ici que, les assets sont quand même très fortement corrélés, voilà. Donc ça, c'était pour le point en Elliott. J'espère qu'il n'était pas trop long. Oui, on a fait 21 minutes déjà là-dessus, donc il était trop long. Mais c'était vraiment ici pour vous montrer un petit peu l'idée. Toujours, on utilise Elliott avec un scénario bear, un scénario bull. Ça, c'est la base, vraiment. Vous pourrez toujours en trouver un avec les règles d'Elliott. Enfin, vous pourrez toujours en trouver deux, c'est ça, je veux dire, qui fonctionnent. Vous aurez toujours autant de règles de vagues d'Elliott que de gens qui font de l'Elliott. Ça, c'est pas un problème non plus, c'est pas du tout un souci. La question, c'est dans quel scénario vous êtes, et vous vous dites, je vais prendre la 3. Moi, personnellement, j'adore trader les vagues 4, parce que, voilà, c'est quelque chose qui en général, me sourit bien. Je suis plutôt vraiment assez balèze pour voir ça, et j'aime bien trader aussi, rentrer en bas d'une 3, à peu près quelle que soit la structure, pour tout simplement ici prendre le mouvement le plus impulsif. Donc je prends le risque ici, mais assez facilement, voilà, les vagues 3-4, on peut les identifier. Voilà, ça c'était pour le chartisme. On va maintenant voir les news. Globalement, rien de bien méchant, sauf cette news là ici qui nous dit que globalement la Chine a des données ici de ralentissement économique. Et du coup, je vous ai trouvé cet article, excusez-moi, qui effectivement montre qu'il y a un ralentissement au niveau de la Chine. Donc là, c'est pas une récession, puisque la Chine, globalement, avait, ici vous le voyez, en fait, elle a fait une augmentation de 3,8% de son industrial output, au lieu des prévisions qui étaient de 4,6%. Pourquoi ça? Tout simplement en raison du lockdown Covid, nouveau lockdown Covid qui a eu lieu en juillet. La Chine pratique une politique zéro Covid, très contraignante, et qui, du coup, tout simplement, ralentit, bien évidemment, ses exportations, voilà, toute sa force, on va dire, manufacturière et industrielle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est que du coup, pour pouvoir refaire partir la croissance, la Banque centrale chinoise, lundi, donc aujourd'hui, a baissé les taux d'intérêt. Alors je crois que c'est de 0,5, je suis pas sûr, mais j'ai pas vérifié le chiffre avant de commencer la vidéo, mais je crois que c'est de 0,5 pour tout simplement relancer l'économie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour sur le Hang Seng, qui en fait
c'est le Hang Seng, c'est un petit peu le Nasdaq chinois, la tech chinoise, voilà, tout simplement. Et on va essayer d'aller regarder un petit peu comment se comporte la chart par rapport à toutes ces news. Vous voyez qu'ici, on avait pricé depuis le 27 juin une éventuelle, effectivement, récession. Tout ça était en train de se pricer là en raison des lockdowns, etc. Hein. Vous comprenez que ça a confiné en juillet, hein, donc c'est tout à fait normal. Et je vous ai retrouvé un article ici qui date du 15 juillet, où déjà, puisque tous les 15 du mois en Chine, globalement, on a les chiffres de la croissance, qui déjà nous disaient que l'économie était en train de ralentir. Donc là, on est en train de pricer toute cette diminution de production, bien entendu, sur la tech, et vous comprendrez bien ici que, ce faisant, on dessine cette grosse épaule tête-épaule, là, donc je vous ai marqué la target ici, qui globalement nous donnerait, si vraiment tout va mal, un point de retour au 3757. Si jamais on arrive à réintégrer la ligne de coup de cette épaule tête épaule là ici et que là on arrive à la péter, parce que vous comprenez aussi que la news du pivot de la Banque centrale est relativement importante, puisque la Banque centrale avait déjà pivoté, mais on a ici du stimulus. Alors les Chinois ont dit qu'ils ne feraient pas plus de stimulus que ce qu'il y a déjà, mais globalement cette news fait que potentiellement on pourrait avoir ici une tech qui fonctionne un petit peu comme les marchés US, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait repéter ici sur cette baisse des taux d'intérêt, repéter et en fait réintégrer ici toute la figure qu'on était en train de créer, à savoir un rebond. Globalement, la tech chinoise depuis le 10 février 2021 est vraiment en train de corriger très fortement, correction de 70%, vous le voyez ici. Donc là, on est sur du marché émergent, hein, donc c'est pas les corrections, bien évidemment, que vous avez sur le Nasdaq, etc. Nasdaq, 26%, tout le monde se dit que c'est la fin du monde. Ici, 70%, vous voyez que la Chine tient le coup, et puis voilà. Et on a eu un rebond depuis de 50% ici qui s'est mis en place. Est-ce que ce rebond ici est en train de s'estomper ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va réintégrer cette trendline là que vous voyez en bleu, et est-ce qu'on va revenir ici faire une touchette ou probablement retester ce support qui ne l'avait pas été encore au moment de la cassure? Ça, c'est possible, c'est complètement possible, surtout que théoriquement une partie des assets ici, on connaît ici la situation géopolitique, on va dire chinoise, c'est pas l'argent américain désormais qui va affluer en Chine pour pouvoir investir en Chine. Globalement, ça on le sait, on sait que la Chine, c'est moins 70% qu'il y a eu ici globalement, ont été principalement sur un gros sell-off américain, bien entendu. Donc voilà, ici bien à comprendre ici que on a peut-être une correction qui est en train de se mettre en place, comme on a peut-être un rebond, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce pivot de la Fed et le fait que, à nouveau, la Banque centrale chinoise, excusez-moi, qu'à nouveau, il y ait ce pivot, pourrait relancer ici, et vous voyez que c'est plus ou moins ce qui est en train de pricer le marché, avec ce potentiel W en construction. Donc, repasser cette ligne ici, pour moi, est très important par rapport à la Chine. Qu'est-ce qui est important par rapport à la Chine? C'est que c'est la deuxième économie du monde, donc quand la Chine ralentit, on va dire que le monde en entier, hein, bien entendu, ralentit, les problèmes de supply chain se forment et tout, etc. aussi, et qu'on aime bien que la Chine aille bien, de manière à ce que tout le monde aille bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça crée une correction forte sur le pétrole. Ces données au niveau de la Chine, vous le voyez, aujourd'hui le pétrole était à 97 et il est descendu à désormais 96, mais il a fait un pic à 92, donc $5 de perte sur le pétrole, tout simplement parce qu'on price une récession en Chine, donc du coup le pétrole prend les devants et diminue ses prix. Globalement, la bonne nouvelle de tout ça, on va dire, c'est que ça nous donne une correction assez forte des commodités, donc l'indice des commodités que vous voyez ici, et nous, c'est ce qu'on veut voir, hein. Vous rappelez que pour vous pouvoir voir baisser l'inflation d'une manière globale, on veut que l'économie ici diminue. Donc voilà, ça c'était pour les news, pas grand chose. Je sais qu'il y a eu une interview de d'Okwon, je crois, de Luna. Voilà, j'ai vu des trucs passer sur Galaxy notamment. Ici, la Banque centrale du Brésil qui ne veut pas avoir la main lourde sur les régulations sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça je l'ai pas lu, mais si vous voulez, on l'attaquera demain pour regarder. Et globalement, sur tout ce qui est Market Watch, à part de la micro, et peut-être il y a eu les earnings de Walmart. Alors, earnings, on va regarder Walmart. C'est important Walmart parce qu'en fait c'est la demande aux États-Unis, hein, si vous le voyez comme ça, globalement.
Globalement, je pense que les earnings sont pas trop mauvais, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes, en tout cas. Pareil, je vous ferai un point là-dessus. Walmart, nanana, nanana. Ouais, je crois que j'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Globalement, on fera un point là-dessus, sinon ça prendrait un petit peu trop de temps de le faire maintenant. Mais on a une jolie info ici sur, on va dire, la demande aux États-Unis, puisque Walmart est quand même ici une énorme firme de retailing. On n'a pas fait le sentiment, est-ce qu'on va le faire? Ouais, on va le faire vite fait. Globalement aujourd'hui sur cette... Oh, pardon, excusez-moi. Les 3 qui ont vomi. Globalement sur le dip, on a eu des forts rachats, notamment ce matin. On en parlait sur le Discord avec quelqu'un d'autre. Entre 8 et 10, beaucoup de Bitcoin. Je crois que c'est ici qui s'était positionné. Si j'ai pas... Non, c'est ici, 8 et 10 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ici, beaucoup de Bitcoin. Vous voyez, 600 Bitcoin. Ici, en gros, on a à peu près 1300 Bitcoin qui ont été servis ici sur toute cette descente qui a commencé donc autour de 8-9 heures ce matin. Et enfin qui avait commencé hier mais qui s'est accéléré ce matin, donc ça important à comprendre aussi, pas mal de gens qui ont été fill, qui voulaient acheter ici et qui ont été fill. Les options, on va passer dessus pour aujourd'hui. Globalement les marchés en levier, vous voyez ici là, on avait eu ce fort niveau de long qui a désormais été pris, tac, et puis depuis en fait on déleverage, donc pas énormément de choses à dire, tout simplement du deleveraging comme il en faut. On va juste sauver ici et faire un refresh pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. Donc on deleverage, vous le voyez ici, et principalement, du coup, étant donné qu'on a fait ce gros deleveraging, on arrive dans du funding désormais négatif. La demande au spot qui se casse un petit peu la gueule, là, hein, donc c'est bien à voir. Ici, je vous avais dit, je crois que c'est quand on était sur ce plat-là, c'était hier 14, ouais, c'est ça. Je vous avais dit, bah, si on voit vraiment ici que la demande redescend, il sera temps de méchamment sortir. Et vous voyez que, en fait, ce qu'on a fait, c'est un dernier petit short squeeze, hop, avant de, vous voyez, on est revenu retoucher ici le plat de CVD avant de s'écrouler ce matin. Donc c'était assez prévisible, c'était des choses en fait que nous vous voyez sur la chaîne depuis plusieurs jours, donc aucun problème avec ça. Ici Ethereum, vous voyez qu'on vient prendre les 3 niveaux qu'on avait mis hier, je crois. Donc ces 3 niveaux-là sont nettoyés. On a eu ici un regain d'open interest, donc on avait encore un niveau de long à prendre ici. Et alors là c'est pareil, je vais faire un refresh parce que vous voyez que la charte est toute décousue là, c'est le problème avec CoinAlyze. Des fois, c'est qu'il faut, avant de refaire son analyse, faire un petit refresh, tac. Et globalement, qu'est-ce qu'on a eu depuis? Bah, c'est pareil que sur Bitcoin, on a eu du deleveraging. On avait ici du monde qui était rentré en longue sur ce mouvement-là, mais vous voyez qu'ils ont été nettoyés depuis. Et on deleverage tranquillement. Donc, globalement, on est au même niveau d'open interest, vous le voyez ici. Donc on est au même niveau que quand on était... Ça, c'est pour vous dire, c'est un petit trick pour que vous puissiez regarder si jamais on a nettoyé tous les longueurs ou pas. Oui, on a nettoyé tous les longueurs depuis ce montant-là et on n'a pas accumulé énormément de shorters au-dessus. Sinon, on aurait ici un open interest qui serait plus haut et on pourrait aller voir le prix plus loin. Bref, globalement, vous voyez, quand il n'y a plus grand-chose à prendre en short sur Ether, le prix s'est retourné et puis là, on va retourner à un prix où Ether commence à intéresser éventuellement les gens. Pour le moment, je vois juste un plat sur la demande au spot. Hein. Ça, vous voyez que c'est la différence par rapport entre Ether et Bitcoin. Là où Bitcoin, le CVD au spot se casse la gueule, sur Ether, on sert des gens là. On est en train de servir des gens qui achètent. Et finalement, on a du coup un CVD qui reste plat. Donc l'argent reste sur ce projet malgré une descente de prix. D'accord ? Ensuite, ici sur iBlock au niveau, on va faire ici les 2 runs. Excusez-moi, j'aurais pu préparer un petit peu mieux la vidéo, mais c'est comme ça des fois. On court vers l'ordinateur, on se lance un petit peu dans l'histoire et on oublie d'avoir les bons gestes. Globalement, donc là on est sur Bitcoin tier 2 sur Binance. Vous voyez que dans les 5 derniers jours, on a beaucoup délivré... Enfin, globalement, on va dire, on a beaucoup nettoyé le funding. On a un funding qui est beaucoup plus nettoyé. Par contre, on avait du monde qui attendait en dessous. Est-ce qu'ils ont fermé leur position ou pas? Pour le moment, on regarde que les 5 derniers jours. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les positions fraîches. En tout cas, celle-ci, là, cette grosse position a été fortement nettoyée. On en avait une sur le radar ici qui était à 22,8 qui n'a pas été nettoyée encore. Et pour l'instant, on se retrouve ici dans les 5 derniers jours, encore une fois, avec un delta cumulatif au niveau des shorters qui est plutôt vers le haut. Donc, ça voudrait dire éventuellement
un potentiel petit rebond, en tout cas par rapport à ce que peut nous dire l'Open Interest, potentiel petit rebond pour venir nettoyer tout ça. Sur Ether, vous voyez que ici on avait très fortement accumulé, et vous voyez qu'on est en train de nettoyer toutes ces petites barres rouges là ici. Le problème c'est qu'on en a des nouveaux qui ouvrent des positions, et pour le moment, si on devait chercher une zone de densité à venir chercher sur Ether, je dirais plutôt que les 1813, vous voyez toute cette zone là très dense, enfin en tout cas selon iBlock, 1813 serait une bonne zone, donc ça nous ferait rentrer ici le delta des longueurs en négatif. On a aussi des gens, et ça vous comprenez que c'est un algorithme qui le calcule, donc du coup on ne sait pas qui a fermé ses positions sur les gens qui ont commencé à longuer à partir des 1002, 1003, 1005, etc. C'est pour ça que nous on garde un œil sur les niveaux sur Ether qui sont ceux-là, et globalement on sait qu'il y a aussi du monde ici, et notamment un gros niveau à venir prendre au 1647 par exemple. C'est ici vraiment un gros point sur lequel on a pas mal de monde qui dort. Est-ce que ces gens-là sont en ce moment en train de prendre leur profit, puisque vous êtes en levier, donc vous comprenez qu'un petit mouvement de quelques 12%, théoriquement, si vous êtes en levier x25, vous avez fait 250% sur votre investissement. Théoriquement, ici, vous êtes censé prendre profit et éventuellement rouvrir éventuellement un long un peu plus tard quand vous êtes sûr de la structure. Enfin, en théorie, c'est ce qui se passe. Donc peut-être que ici, ce petit mouvement a fait peur à pas mal de gens qui eux-mêmes ont fermé leur position. En tout cas, c'est ce que émule, on va dire, iBlock. Ensuite, ici on est sur Kingfisher qui n'est pas dans les 5 derniers jours, c'est plutôt toutes les positions globalement sur toute l'histoire du Bitcoin. Pareil, c'est un algorithme aussi, donc c'est à prendre avec des pincettes, il n'y a pas d'indicateur magique ici. Kingfisher qui nous dit que là on est proche de venir chercher quelque chose autour des 23, globalement 22, 23, ouais, 22,9. 22,9, 23, il y aurait éventuellement quelque chose à venir prendre ici, et puis ensuite, si on va plus bas, les 21, et si on va encore plus bas, les 18,5. Globalement, voilà ce qu'on peut voir ici. Alors encore une fois, ce sont des ordinateurs qui calculent ça. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'on va avoir, mais on peut voir ici que potentiellement le mouvement pourrait ne pas s'arrêter ici. Alors si on devait repartir ici, ça dépendrait vraiment ici d'une reprise de la structure, on va dire au spot. Et une reprise de la structure au spot, pour le moment, on n'a pas l'impression que le CVD au spot est en train de se retourner. Et pour l'instant, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de force sur Ether à nouveau que sur Bitcoin. Voilà, ça c'était pour le sentiment. Je pense qu'on a fait le tour. Donc du coup on a parlé d'Elliott Wave, on a fait beaucoup d'Elliott Wave, on a également fait un tour sur tout ce qui était la Chine, deuxième économie du monde, important à suivre aussi. C'est quand même de temps en temps des news sur lesquelles il faut aller, il faut pas juste se focaliser sur les États-Unis. Très important à comprendre ici aussi, c'est que on a depuis longtemps maintenant pété ce gros biseau violet là, etc. Donc on a quand même plein de structures bullish aussi dans l'histoire. Je vous parle souvent de tout ce qui est bearishness, etc. Voilà, pour moi, et ça fait désormais plusieurs jours et plusieurs moments que je parle, que cette résistance jaune là va être vraiment difficile à péter. Et vous voyez qu'on fait 3 déviations, à chaque fois on se fait rejeter. Donc soit on y retourne là avec un regain d'intérêt, c'est-à-dire que aller à 24, 25, on a des gens qui décident, on a vraiment les acheteurs qui se réveillent et qui décident de pousser le prix encore plus haut. C'est-à-dire qu'on vient s'installer ici vraiment définitivement quasiment dans cette zone et on vient bien la file et à minima on vient faire une touchette ici à cette droite rouge, soit on a d'autres choses qui vont se dessiner, à savoir qu'on était dans une correction, que du coup cette correction où moi je la voyais aller là ici potentiellement jusqu'à cette droite rouge, et je pense toujours que c'est le cas pour moi en tout cas, cette correction là ne touche pas ses objectifs et finalement on se retourne ici maintenant. Pour le moment, très tôt pour parler, sincèrement. Vous voyez qu'en Elliott, les deux mouvements se valent à peu près. On aura des invalidations et on les suivra. Et si vraiment en Elliott, ces événements-là sont à regarder, et bien du coup, je vous les mettrai en avant sur la chaîne. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu longue, certes, j'en conviens, mais du coup, l'Elliott c'est long et montrer les scénarios c'est long, etc. Et voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et bien entendu mettre un like et un commentaire d'encouragement si le contenu vous a plu. J'ai pour habitude de demander un commentaire à la con à mes abonnés, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, de manière à converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera, on va rester sur le bordel sur le bureau.
La question du jour sera est-ce que vous avez sur votre bureau des petites statuettes porte-bonheur de ce type, c'est-à-dire voilà le petit éléphant avec la trompe en l'air, des bouddhas, des trucs comme ça. Voilà, pas de superstition, mais moi j'en ai, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt, ciao.